Florence Birol, donc de Lagos, qui va nous présenter une communication sur l'altimétrie spatiale face au défi du côtier. Florence. Bonjour, donc je m'appelle Florence Birol, je suis chercheur au Lagos et également responsable d'un service national d'observation qui est dédié à l'altimétrie spatiale et qui est également situé au Lagos, donc à Toulouse. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'altimétrie spatiale et d'un défi très important auquel elle est confrontée, qui est celui de s'intégrer au système d'observation de l'océan côtier. Et on verra comment les observations marégraphiques sont un élément très important pour pouvoir progresser vers cet objectif. Donc, mon exposé se situe en 3 parties. Premièrement, je vous parlerai du lien qui existe depuis les débuts en fait entre la marégraphie et puis les missions altimétriques spatiales. Ensuite, je vous parlerai de la problématique très spécifique de l'altimétrie en région océanique côtière. Et enfin, donnerai quelques éléments de réflexion sur la complémentarité entre marégraphie et puis altimétrie. Donc, juste pour avoir un aperçu très général, quelques mots sur l'altimétrie spatiale. C'est une technique de mesure qui en fait, consiste en un radar embarqué à bord d'un satellite qui va mesurer la hauteur de la mer de manière quasi globale. Donc hauteur de la mer et surtout ses variations, ainsi qu'un certain nombre de caractéristiques de la surface de l'océan. Et de ces informations, on va déduire beaucoup de connaissances sur les mouvements de l'océan depuis... excusez-moi. Depuis en fait la surface jusqu'au plancher océanique. Donc cette mesure est utilisée pour un très grand nombre d'applications scientifiques et opérationnelles. Donc ici, je donnerai que quelques exemples. Elle permet de mesurer la hausse du niveau de la mer globale et donc d'étudier la réaction de l'océan dans un contexte de changement climatique planétaire. Elle permet également d'analyser et de suivre des changements climatiques très importants comme le phénomène El Niño. Et elle est également intégrée dans un nombre de plus en plus important de systèmes de prévision océanique, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est une mesure qui est historiquement dédiée à l'observation de l'océan du large, mais au cours du temps, elle s'est révélée aussi utile pour d'autres types d'applications, comme par exemple le suivi de la cryosphère, enfin, la surveillance de la cryosphère, ou le suivi du niveau des lacs, rivières et des fleuves. En fait, le principe de la mesure est extrêmement simple. On a un radar embarqué à bord d'un satellite qui émet des impulsions à sa verticale vers la surface de l'océan, impulsions qui vont être réfléchies vers le satellite. Et à partir de la mesure précise du temps d'aller-retour en fait, de ce signal, on va déduire la distance entre le satellite, donc le radar, et puis la surface observée. Par ailleurs, d'autres instruments nous permettent de connaître précisément la hauteur du satellite par rapport à l'ellipsoïde de référence, et par simple soustraction, on a la hauteur de la mer par rapport à cet ellipsoïde. Alors, en pratique, il nous faut appliquer un certain nombre de corrections instrumentales, géophysiques et environnementales pour avoir une mesure de hauteur de la mer avec une précision de l'ordre de quelques centimètres. Donc connaître la précision exacte des mesures altimétriques, c'est bien évidemment très important pour pouvoir optimiser leur utilisation. Et par ailleurs, comme tout capteur de mesure, qui soit d'ailleurs embarqué ou non à bord d'un satellite, l'instrument doit être calibré et on doit s'assurer qu'il ne dérive pas au cours du temps. Donc pour cet objectif-là, de manière très naturelle, depuis le début de l'altimétrie spatiale, on utilise les marégraphes tout simplement parce que ces deux systèmes de mesure en fait voient exactement le même paramètre physique, c'est-à-dire la hauteur de la mer. Donc depuis le début de l'altimétrie spatiale, on utilise les marégraphes pour calibrer et valider non seulement les hauteurs de mer qui sont calculées à partir des mesures altimétriques, mais en fait l'ensemble du système altimétrique, c'est-à-dire les instruments embarqués, les corrections appliquées et également les traitements qui sont réalisés sur ces mesures. Donc en pratique, pour chaque mission altimétrique, on va calculer
un biais altimétrique absolu grâce au marégraphe. Et ensuite, on va pouvoir obtenir des séries de mesures homogènes entre les différentes missions spatiales. Donc, toutes les agences spatiales maintiennent depuis en fait, les débuts de l'altimétrie un certain nombre de sites de calibration qui sont spécifiquement dédiés à ce type d'objectif et où on trouve des marégraphes qui sont très précisément et régulièrement géoréférencés et vérifiés. Donc ici, je vous montre simplement 3 exemples de ces sites de calibration. Il y en a un situé en Corse, il y en a un qui s'appelle Bass Strait, qui est au nord de l'Australie, et puis un sur les côtes ouest américaines. Donc ici, vous avez un exemple d'un exercice de calibration des différentes missions altimétriques pour le site de Corse. Ce que vous avez, c'est une série temporelle de biais altimétriques, donc de différence entre marégraphe et altimètre, depuis 1998 pour différentes missions spatiales. Donc chaque mission est représentée ici par une couleur différente. Donc vous voyez que pour chaque mission, on peut calculer un biais altimétrique moyen, et puis également une dérive par type d'instrument. Biais et dérives qui vont être corrigés ensuite dans les traitements pour avoir des séries de mesures totalement homogènes. Donc, par ailleurs, la recherche de l'origine de ces biais et de ces dérives permet également d'améliorer les traitements. Donc à la fin, on obtient des séries de mesures précises qui permettent d'observer un très grand nombre de processus océaniques, dont les marées. Alors, quand on fait de l'altimétrie spatiale, les marées posent en fait un problème très particulier, puisque l'échantillonnage des missions spatiales est au mieux de 10 jours. C'est-à-dire que l'altimètre va repasser au même point de mesure tous les 10 jours. Évidemment, ça ne permet pas du tout de résoudre correctement les processus de marée, qui vont donc en fait être totalement aliasés dans les mesures altimétriques et créer des signaux parasites qui rendent les mesures très difficiles à interpréter. Donc, ce qu'on fait en pratique, c'est qu'on utilise des prédictions fournies par des modèles de marée globaux qui nous permettent de calculer une correction de marée qui va être retirée aux mesures altimétriques. En pratique, il existe différents modèles de marée globaux qui sont développés à travers le monde. FES étant le modèle qui est développé par les équipes françaises. Et ici, j'ai représenté un exemple. Donc, c'est la carte d'amplitude de la marée M2 pour la solution 2012 de ce modèle. Alors, si on fait un état des lieux sur les solutions proposées par les différents modèles de marée globaux aujourd'hui, on s'aperçoit, comme on le voit ici dans cet exemple d'intercomparaison, donc on a calculé les différences entre les solutions des différents modèles, que quand on se situe au large, ici, toutes les zones bleues montrent que tous les modèles de marée convergent, c'est-à-dire qu'ils donnent des solutions extrêmement proches. Par contre, dès qu'on se rapproche des côtes, ici, on a des zones en jaune, orange et rouge, et on voit qu'ils se mettent à diverger. Donc aujourd'hui, on a encore une incertitude assez importante sur les solutions de marée proposées par les modèles globaux dans ces régions côtières. Pour différentes raisons. D'abord parce que l'amplitude de marée y est beaucoup plus forte, avec des échelles de variabilité qui sont beaucoup plus petites. Et on a également la présence de marées non linéaires. Enfin, beaucoup dans cette salle connaissent beaucoup mieux la marée que moi. Mais ceci, en fait, les rend beaucoup plus complexes à modéliser. Par des modèles en fait, qui ont plus de fortes sensibilités aux erreurs de bathymétrie, à la résolution, etc. Donc pour pouvoir accéder à des corrections altimétriques, de marée altimétrique précises dans les régions côtières, il nous faut soit avoir des modèles de marée qui ont une très bonne résolution spatiale, soit éventuellement passer par des modèles régionaux. Et là encore, les marégraphes sont absolument indispensables pour pouvoir d'une part évaluer l'incertitude sur les corrections fournies par les modèles de marée globaux et puis progresser vers des meilleures solutions. Donc, je vous montre ici un exemple qui est tiré d'une étude de Ré et al. En 2011 et qui se situe sur le plateau nord-ouest australien, qui est une des régions dans le monde où on a les marées les plus importantes et les plus complexes. Donc, dans cette étude, les auteurs ont d'une part évalué les corrections les solutions de marée fournies par différents modèles de marée globaux, donc c'est ce qu'on trouve en haut, et ici il s'agit de l'amplitude de l'onde M2, et ce que vous avez ici au niveau des cercles, ce sont les solutions équivalentes fournies par les observations marégraphiques dans la région. Donc on voit que les deux solutions de modèles globaux divergent significativement, et elles divergent également par rapport aux observations.
Donc, dans cette étude, les auteurs ont étudié l'intérêt d'avoir un modèle régional avec une résolution spatiale largement améliorée par rapport aux modèles globaux, avec un modèle ici à 4 km de résolution au milieu et un modèle à 500 mètres de résolution en bas. Et dans chaque cas, on a la solution hydrodynamique pure sur la gauche, et puis à droite, on a une solution corrigée par méthode inverse avec les observations marégraphiques. Et dans cette étude, on voit que pour pouvoir avoir une représentation correcte de la marée dans cette région, il est nécessaire de descendre à une résolution de 500 mètres en termes de modélisation, et ensuite on peut utiliser de manière correcte l'information fournie par les marégraphes pour encore améliorer la solution via des méthodes d'assimilation de données, etc. Donc, grâce à ce type d'effort, à ce type d'exercice, on obtient des corrections altimétriques, des corrections de marée de très bonne qualité pour l'altimétrie dans les régions côtières où justement, vu les enjeux socio-économiques, on a besoin d'avoir le plus grand nombre d'observations possibles et de la meilleure qualité possible. Donc, ceci m'amène à passer à la deuxième partie de mon exposé, qui est celui de la problématique de l'altimétrie spatiale en région océanique côtière. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que cette technique de mesure a été en fait développée pour l'observation de l'océan du large. Les signaux du radar ainsi que les traitements sur la mesure à effectuer sont aujourd'hui parfaitement bien maîtrisés sur ce type de surface. Par contre, dès qu'on s'approche des régions côtières, le radar se met à observer à la fois la surface océanique et également de la surface terrestre, ce qui produit des signaux extrêmement complexes et très inhomogènes. Et aujourd'hui, aucun consensus n'existe, malgré les travaux réalisés au cours des dernières années, sur une solution optimale pour traiter correctement ces signaux dans une bande qui concerne en gros quelques kilomètres à la côte. En fait, cette problématique sur la mesure crée un budget d'erreur qui est fortement accru à la côte et qui rend les mesures quasiment inexploitables, en tout cas aujourd'hui. Mais parallèlement, on a d'autres types de problèmes à régler. Une perte de précision qui est significative sur les corrections altimétriques qu'on doit appliquer. On a vu tout à l'heure l'exemple de la marée, mais ce n'est pas la seule. On a également des traitements en fait, qui sont appliqués par les centres opérationnels, qui ont été en fait calibrés pour une mesure océanique au large, mais pas du tout pour les régions côtières. Et en fait, ceci engendre une très forte perte de données dans les 50 premiers kilomètres à la côte, dans les produits opérationnels qui sont distribués. Alors, c'est pas tout, on a encore d'autres types de problèmes à régler, puisqu'on a une résolution spatio-temporelle des observations altimétriques qui est insuffisante pour pouvoir résoudre en fait, les processus océaniques côtiers correctement, puisqu'ils ont des échelles horizontales beaucoup plus fines qu'au large, et puis ils ont également une variabilité temporelle qui est largement accrue. Alors, la question qu'on peut naturellement se poser, c'est de savoir est-ce que l'altimétrie côtière est un objectif réaliste, puisque ce bilan est finalement pas très positif. Alors depuis une dizaine d'années, il y a vraiment eu énormément d'études sur cette problématique, à la fois pour retravailler sur les aspects compréhension du signal dans les régions côtières, sur les aspects traitement, sur les aspects correction, et également pour étudier la complémentarité entre l'altimétrie spatiale et d'autres systèmes d'observation, par exemple les marégraphes, mais pas seulement, et ou les modèles, notamment pour résoudre à cette problématique ici de la résolution spatio-temporelle. Et puis parallèlement, les agences ont conçu et commencent à lancer de nouvelles missions altimétriques qui embarquent des radars qui sont beaucoup mieux adaptés que par le passé à l'observation de l'environnement côtier. Donc depuis 10 ans, il y a eu différentes initiatives à l'échelle internationale pour développer des traitements plus adaptés pour l'océan côtier et puis développer également des produits. Donc moi, je vais vous parler aujourd'hui que de l'initiative que je connais le mieux, puisque c'est celle qui est menée par mon équipe de recherche à Toulouse. Et en fait, l'objectif qui était le nôtre était de... Donc on a commencé à travailler là-dessus il y a 10 ans, était de chercher à pallier à l'absence de mesures altimétriques, en gros dans les 50 premiers kilomètres à la côte,
dans les produits standards et également à la dégradation de la qualité de ces mesures. Donc pour ça, nous avons développé notre propre chaîne de traitement qu'on a appelée Xtrack et qui a servi aujourd'hui à retraiter des données d'un très grand nombre de missions altimétriques et qui en fait sert à calculer des produits régionaux de hauteur de mer qui sont distribués librement par le service d'observation dont je m'occupe. Donc je vous montre ici un exemple qui illustre les travaux que nous effectuons de manière absolument permanente et systématique pour évaluer la qualité la qualité des traitements et des produits altimétriques que nous calculons. Donc ici, il s'agit d'un exemple qui concerne la Méditerranée centrale et qui a été fait en partenariat avec des collègues tunisiens. Donc ici, l'objectif, c'est d'essayer de savoir, enfin l'objectif scientifique, c'était de savoir si l'altimétrie spatiale nous permettait d'apprendre des choses nouvelles sur les courants dans cette région. Et la première étape a été d'évaluer la qualité des mesures altimétriques le long de ces traces ici violettes, en comparaison avec les mesures indépendantes fournies par les marégraphes, qui sont localisés ici au niveau de ces 3 ronds rouges. Donc la première chose que nous avons faite, c'était déjà d'intercomparer 2 produits. Donc celui que nous calculons, qui est calculé avec un traitement côtier qui s'appelle donc Xtrack, et puis un produit opérationnel qui s'appelle Aviso et qui lui est traité avec des méthodes classiques dédiées à l'océan hauturier. Donc cette comparaison, premièrement, nous l'avons faite en termes de pourcentage de mesure de hauteur de la mer disponible après traitement pour l'utilisateur. Donc ça varie entre 65% en bleu et 95% en rouge, avec, comme vous pouvez le voir, une perte significative d'observation dès qu'on s'approche de la côte, perte qui est significativement réduite lorsqu'on utilise un traitement dédié. Donc non seulement on cherche à récupérer des observations, mais encore faut-il qu'elles soient de qualité suffisante pour pouvoir nous apporter une information physique, sinon ça ne sert à rien. Et du coup, ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a fait une intercomparaison entre altimétrie et marégraphie. Ici, on utilise ces 3 stations, donc Lampedusa, pour lesquelles on a plusieurs années d'observation marégraphique, et puis Calibia et Sousse, pour lesquelles on a pu récupérer à ce jour seulement que quelques mois d'observation. Donc à chaque fois, on compare la hauteur de mer marégraphique, qui est notre référence, qui est représentée ici par la courbe noire, avec les hauteurs de mer altimétriques pour le traitement côtier, donc Xtrack en rouge, et le traitement hauturier en bleu. Et on utilise le point altimétrique pour lequel on a les meilleures statistiques, donc les meilleures corrélations entre la marégraphie et l'altimétrie. À chaque fois, on a de meilleures statistiques, de meilleures corrélations quand on utilise le traitement côtier. Et de manière systématique, le point correspondant aux meilleures statistiques est localisé plus près du marégraphe. Donc dans cet exemple, on voit comment l'utilisation systématique des mesures marégraphiques nous permettent de vérifier que nous avançons dans la bonne direction, et c'est-à-dire que les efforts que nous faisons sur les traitements engendrent bien une augmentation de qualité des mesures. Donc je passe à la dernière partie de mon exposé, qui est la question de la complémentarité des mesures altimétriques et marégraphiques. Donc ce que je vous ai dit, c'est que les 2 systèmes de mesure voient le même paramètre, qui est la hauteur de la mer, mais il existe des différences significatives entre ces 2 systèmes, puisque les marégraphes permettent d'avoir des mesures très précises, beaucoup plus précises que l'altimétrie, avoir une très haute résolution temporelle, largement supérieure à l'altimétrie, mais on a une localisation très ponctuelle de l'observation. L'essentiel des marégraphes sont situés en région côtière, et puis on a une répartition spatiale très inhomogène. Dans le cas de l'altimétrie, on a des observations quasi globales qui nous donnent une vision synoptique de l'océan. On a aujourd'hui des séries temporelles très longues, supérieures à 20 ans, mais avec une résolution temporelle largement inférieure à la marégraphie. Et comme on l'a vu précédemment, on a une précision très dégradée en région côtière. Donc les marégraphes sont utilisés pour la calibration et la validation des mesures altimétriques, et ils permettent également d'accéder à des corrections de marée qui soient de qualité pour l'altimétrie. Mais à l'inverse, on peut utiliser l'altimétrie
pour fournir un contexte régional ou global à l'information qui est vue par le marégraphe. Donc pour illustrer cette complémentarité, j'ai choisi ici 2 exemples. Le premier concerne la marée, puisqu'il est possible de déduire des mesures altimétriques des informations sur la dynamique de marée. Bien évidemment, la marée n'est pas correctement résolue par l'altimètre, mais les phénomènes de marée en fait, apparaissent dans les séries altimétriques à des périodes dites aliasées. Donc ici, j'ai représenté un tableau où on voit pour un certain nombre d'ondes de marée la période réelle de cette onde, et puis la période à laquelle cette onde est vue par l'altimètre. Donc par exemple, pour le cas de M2, on a une période réelle de 12,42 heures, et puis en fait cette onde est vue à la période de 62 jours dans la série altimétrique, en tout cas dans le cas des missions TOPEX. Un calcul théorique nous permet de montrer qu'à partir de 10 ans de série temporelle altimétrique, on peut séparer ces ondes et on peut récupérer une information de qualité sur l'amplitude et la phase de ces différentes ondes de marée. Et aujourd'hui, on a plus de 23 ans de mesures altimétriques. Donc à partir de traitements adaptés, en pratique on utilise l'analyse harmonique, on peut, à partir des séries de hauteurs de mer altimétriques, calculer l'amplitude et la phase de ces différents constituants de marée. Donc c'est ce qu'on fait de manière relativement classique. Je vous montre ici un exemple qui est en fait issu du produit régional de constante de marée que nous calculons au CTOH, où on voit au large de l'Amérique du Sud l'amplitude ici et ici la phase pour l'onde M2. Donc en pratique, ce type de produit est essentiellement réclamé par des modélisateurs qui développent des modèles de marée régionaux ou globaux et qui vont les utiliser pour valider leurs modèles en complément des mesures marégraphiques qui sont situées à la côte, puisque l'altimétrie fournit un contexte régional, enfin fournit une information régionale qui est tout à fait complémentaire. Le deuxième exemple que j'ai choisi concerne les variations régionales de hauteur de la mer et leur évolution à long terme, puisque une application importante pour l'altimétrie spatiale aujourd'hui est celle du suivi du niveau moyen des océans, qui est un des paramètres qui permet de suivre les modifications climatiques planétaires. Donc ici est représentée la série temporelle du niveau moyen des océans vue par l'altimétrie depuis le début, donc 1993, et on voit qu'on a une tendance très claire à l'augmentation de ce niveau de la mer moyen, avec une pente de l'ordre de 3 mm. Si on calcule ces tendances point par point sur l'océan, on voit que si la tendance moyenne est clairement à l'augmentation, on a des variations régionales extrêmement importantes d'un point à l'autre de l'océan, avec des tendances qui vont varier entre moins 10 mm et 10 mm par an. Pour gérer les risques socio-économiques liés à l'augmentation du niveau de la mer, il est extrêmement important d'avoir ce type d'information au niveau du trait de côte. Et aujourd'hui, l'altimétrie spatiale et ses problèmes inhérents en côtier ne le permettent pas. Donc bien évidemment, on peut utiliser l'information issue du marégraphe pour répondre à cette question, mais comme vous le savez, les marégraphes ne sont pas localisés partout, et il y a d'énormes portions de côte en fait, où on ne dispose que de très peu d'informations, notamment dans l'hémisphère sud, qui sont les zones en fait, où on a le plus besoin d'avoir cette information. Dans une étude récente, nous avons analysé au large des côtes africaines comment la hauteur de la mer variait, alors en termes de variabilité globale et également en termes de tendance à long terme, entre le large et les régions côtières. Donc, pour ça, nous avons utilisé les produits que nous calculons avec des traitements adaptés. Et dans cette étude, ça nous a permis de voir déjà qu'on avait... alors, excusez-moi, ici, vous avez en fait, la déviation standard de la hauteur de mer par rapport à la distance de la côte entre 200 km au large et le trait de côte ici. Donc, dans cette étude, on a pu voir qu'aujourd'hui, on était capable de récupérer une information robuste sur la variabilité du niveau de la mer et sur les tendances jusqu'à 5 à 10 km de la côte en fonction des zones. Et on voit qu'on a une augmentation très significative de cette variabilité entre le large et la côte, avec ici une augmentation de 30%.
Donc cette augmentation n'est pas du tout homogène. Il y a des zones où on a une augmentation qui est beaucoup plus forte que 30% et d'autres beaucoup plus faibles. Aujourd'hui, on n'est pas capable de dire ce qui se passe entre 10 km de la côte et le trait de côte, qui est l'endroit où on a réellement besoin d'informations. Donc l'étape suivante est d'utiliser l'information des marégraphes correctement, du moins là où elle est disponible, pour pouvoir projeter l'ensemble de l'information altimétrique jusqu'à la côte et pouvoir ainsi observer l'ensemble des processus océaniques et les comprendre, puisque comprendre ces processus sous-jacents, c'est le seul moyen réellement efficace de pouvoir en prédire les effets à long terme. Donc pour conclure, aujourd'hui, les applications de l'altimétrie spatiale sont extrêmement nombreuses, qu'il s'agisse de suivi écologique de la planète, d'études sur le climat. Elles commencent à être intégrées aussi à des applications liées au développement des régions côtières. Ici, j'ai représenté un chronogramme des missions altimétriques depuis le début. Le trait, la flèche ici représente en fait aujourd'hui. Et en jaune, vous avez représenté les missions spatiales qui vont être lancées en gros dans la décennie qui vient. Donc Jason 3 a été lancé en janvier, Sentinelle 3 va être lancé mi-février. Depuis le début de l'altimétrie spatiale, j'espère vous avoir montré à quel point la marégraphie est un élément fondamental en fait, pour la réussite d'une mission. Et comme vous pouvez le voir sur ce chronogramme, ça va continuer à le rester dans la décennie qui vient. Voilà, je vous remercie pour votre attention.